Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. 1200, c'est le nombre d'enfants diagnostiqués d'un cancer chaque année au Maroc. C'est à peu près 4 enfants par jour. Le cancer reste à ce jour la deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans dans le monde. Un diagnostic précoce multiplie les chances de guérison. D'où l'importance justement de sensibiliser et d'informer sur cette pathologie infantile qui représente 3% de l'ensemble des cancers au Maroc. La prise en charge des cancers de l'enfant au Maroc fait partie des axes primordiaux du plan national de prévention et de contrôle du cancer 2021-2030. Un plan qui s'articule autour de 4 axes stratégiques: prévention, détection précoce, prise en charge thérapeutique et soins palliatifs. Cancer pédiatrique, un fléau en progression alarmante. Quel est l'état des lieux au Maroc? Nous en parlons ce soir avec Madame Siham Charqaoui. Vous êtes oncologue, professeur en hématologie et oncologie pédiatrique. Vous êtes également présidente de la Société marocaine d'hématologie et d'oncologie pédiatrique. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors avant toute chose, on va parler aujourd'hui du cancer de l'enfant. En quoi ce cancer est-il différent de celui de l'adulte? Quelle est sa particularité? Merci beaucoup de commencer par cette question. Effectivement, quand on parle cancer de l'enfant, il est différent. Ce n'est pas un cancer de l'adulte qui survient chez un enfant. Ce n'est pas du tout le cas de figure. C'est un cancer particulier. Et d'ailleurs, ce n'est pas un cancer de l'enfant, ce sont des cancers. Donc, ce sont plusieurs pathologies qu'on va essayer un petit peu de décortiquer ultérieurement. Donc, les cancers chez l'enfant sont particuliers, d'une part, par leur rareté. C'est une bonne chose. Ce n'est pas un cancer très fréquent, vous l'avez souligné. Donc, c'est à peu près 1 à 2% de l'ensemble de tous les cancers. Et en plus de cette rareté, en fait, il va toucher une particularité, c'est l'enfant. Et l'enfant, c'est un être en croissance. Donc, il va croître, il est là, donc il va avoir une croissance par la suite au cours de ce cancer. Ces cancers de l'enfant sont différents également des cancers de l'adulte par leur agressivité, par leur localisation. Ce ne sont pas du tout les mêmes types qu'on parle histologiques, donc ce ne sont pas du tout les mêmes types biologiquement parlant que les cancers adultes. Ils sont moins agressifs? Non, ils sont plus agressifs. Au contraire, ils sont plus agressifs. Un cancer chez l'enfant, il peut rapidement évoluer, il peut doubler de volume en un laps de temps plus rapide. Par contre, c'est un autre point relatif à cette particularité, c'est qu'ils sont très sensibles au traitement et à la chimiothérapie. Donc, d'un côté, ils sont agressifs et de l'autre côté, ils sont guérissables. Donc, les traitements fonctionnent. Fonctionnent, exactement. Mais il faut quand même tenir compte de la particularité de cet enfant parmi donc, tous ces tableaux différents qu'il va présenter. Et quel est l'état des lieux aujourd'hui au Maroc ? Alors effectivement, vous l'avez souligné dans votre introduction, les chiffres qui sont annoncés, c'est des chiffres estimés, selon l'incidence estimée. Donc on laisse présager 1200 à 1300 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Mais quand on recense ces cas aux différents centres qui les prennent en charge, on en recense entre 700 et 800 nouveaux cas par an. Donc il y a quand même une certaine disparité entre les cas, le nombre de cas estimés et le nombre de cas réellement diagnostiqués. D'accord. Et ces enfants, une fois ils sont diagnostiqués, ils sont pris en charge et référés dans des unités qui sont spécialisées dans le traitement et la prise en charge de l'oncologie pédiatrique, qui sont des unités appartenant à des centres hospitalo-universitaires principalement. Donc, ils sont pris en charge dans les centres hospitalo-universitaires principalement. Donc, ils doivent être référés dans un centre qui dispose des moyens justement nécessaires à cette prise en charge. Et quelle est la prévalence aujourd'hui au Maroc, justement, puisqu'on parle de chiffres ? Justement, selon le registre des cancers de Casablanca, par exemple, le cancer de l'enfant représentait dans ce registre 3% de l'ensemble des cancers. Donc de 0 à 19 ans, ça représente 3%. Et quand on parle d'à peu près 1200 à 1300 cas par an, est-ce que, si on devait faire la comparaison, en tout cas au niveau international, est-ce que c'est un chiffre important ? Est-ce qu'il y a un chiffre en corrélation avec ce qui se passe au niveau international? Alors, à l'échelle mondiale, on estime qu'il y a entre 300 et 400 000 enfants jusqu'à l'âge de 19 ans chaque année nouvellement diagnostiqués d'un cancer.
D'accord. Donc, on peut relater ça à la population marocaine. Donc, ça suit un petit peu la même mouvance qu'au niveau mondial. Il Oui. n'y a pas tellement de différence. Et parlons des symptômes. Pour un parent, en tout cas, comment peut-il savoir qu'il faut s'inquiéter, s'alarmer? À quel moment, quels symptômes, d'abord, sont visibles? Et à quel moment faut-il prendre les choses au sérieux? Alors, ça nous ramènera à parler d'abord des différentes localisations les plus fréquentes des cancers de l'enfant. Donc, en tête de file. Quel type de cancer? Exactement. Quel type de en cancer tête de file, les cancers pédiatriques sont représentés par les leucémies, et notamment les leucémies aiguës. Donc, les leucémies, c'est ce qu'on appelle communément les cancers de sang. Et ces tableaux sont plus fréquents et ils sont aussi agressifs d'un point de vue de présentation clinique. Donc, un enfant chez qui on doit suspecter une leucémie aiguë, c'est un enfant qui va peut-être présenter des signes d'une infection qui n'est pas contrôlée sous traitement, qui va peut-être être de plus en plus fatigué, qui peut-être va présenter un saignement. Donc, ça va être des signes d'alarme qui vont faire consulter d'abord chez le pédiatre ou le généraliste, ça dépend justement de la couverture sanitaire et de la proximité de l'enfant à consulter justement en milieu médicalisé. Et ensuite, là vient le rôle du médecin de première, le médecin qui a été le premier à être consulté. Donc c'est ça où c'est le point qu'on va aborder par rapport au diagnostic précoce, c'est que de un, on doit sensibiliser la population, les parents à les consulter, et ensuite c'est ce médecin qui a le poids et la responsabilité d'évoquer ce diagnostic et d'aller le prouver par la suite. D'accord. Vous avez parlé de la leucémie, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, effectivement. Donc, en tête de file, en termes de fréquence, il y a les leucémies aiguës et ensuite, il y a les tumeurs cérébrales. Mais il y a une autre particularité, c'est que ces fréquences vont varier un petit peu en fonction de l'âge. Par exemple, les tout petits enfants, moins de 2 ans, ils vont faire des cancers un peu de localisation différente. Par exemple, des cancers de l'œil, de rétinoblastome, ou par la suite des cancers du rein. Donc, en fait, la fréquence de ces localisations va changer un petit peu avec l'âge. Mais donc, dans cette catégorie, il y a d'abord les leucémies aiguës, les tumeurs cérébrales et ensuite les autres lymphomes et les autres cancers. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent, en tout cas chez les enfants. Exactement. Et à ce moment-là, au niveau des symptômes, donc à quel moment le parent doit s'alarmer? Donc, le parent doit s'alarmer si l'enfant a présenté une infection qui n'a pas été contrôlée sous traitement antibiotique. Donc, il doit être reconsulté, justement. Si on parle, par exemple, du lymphome, donc le cancer là, qui affecte le système lymphatique, les ganglions, qu'on appelle les ganglions. Donc, si c'est l'enfant, il présente une augmentation du volume d'un ganglion qui ne disparaît pas sous traitement ou qui persiste, donc il doit les consulter pour que le médecin l'examine, évoque éventuellement le cancer et va procéder par les examens de confirmation. Et justement, c'est quoi ce processus de diagnostic qui se fait en accord avec le médecin, bien évidemment? Le médecin, donc, il va voir si c'est une cause infectieuse ou une cause banale, donc il va la traiter. Mais s'il pense par rapport à la persistance ou par rapport à l'association d'autres signes qui feront évoquer le diagnostic d'un cancer, c'est là où il a besoin d'une batterie d'examens complémentaires qu'il va demander pour confirmation et référer l'enfant au centre spécialisé pour sa prise en charge. Bien sûr, tout doit se faire de manière contrôlée. Et rapide. Et rapide, parce que vous l'avez dit, ils sont beaucoup plus agressifs. Ils se développent très rapidement chez l'enfant par rapport à l'adulte. Exactement. Et quelles sont les différentes options de traitement aujourd'hui au Maroc? On va un petit peu d'abord parler des options thérapeutiques en général. Globalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des cancers agressifs, mais en même temps sensibles, c'est-à-dire qu'ils vont répondre au traitement. Et la première arme thérapeutique dont on dispose, c'est de la chimiothérapie. Sauf que c'est de la chimiothérapie, quand même utilisant des produits, une association de plusieurs produits. Donc, c'est ce qu'on appelle de la polychimiothérapie, c'est-à-dire plusieurs produits qui vont agir de façon synergique et quand même qui est agressif et qui risque d'engendrer d'autres effets indésirables pour l'enfant. Exactement, qu'on doit impérativement maîtriser tout au long du traitement pour pouvoir bénéficier du résultat escompté de la chimiothérapie. Donc le traitement pour un enfant est tout aussi agressif que pour un adulte? Oui, si ce n'est un peu plus agressif que chez un adulte. Ensuite, on a, en fonction des différentes localisations des cancers, on a impérativement besoin de l'intervention du médecin spécialisé d'organes. J'explique, par exemple, le traitement du rétinoblastome, qui est le cancer de l'œil. Il fait intervenir l'ophtalmologiste qui va intervenir pour aller traiter
spécifiquement la tumeur en question, ou par localisée, ou par exemple tumeur rénale. Donc on a besoin de chirurgiens. Donc comme c'est la deuxième arme thérapeutique, il y a aussi la radiothérapie qui va venir compléter le traitement localisé qu'on utilisera également dans le traitement des cancers pédiatriques. La radiothérapie, est-ce que c'est automatique après la chimiothérapie? Non, ça dépend des indications, des stades justement où le diagnostic a été posé. Et par rapport à la disponibilité de ces armes ou ces moyens thérapeutiques, donc que ce soit la chimiothérapie, l'accès à la chirurgie spécialisée, réalisée par des chirurgiens, oncologues, pédiatres, l'accès à la radiothérapie sont disponibles au Maroc. Donc, tout ça, on a eu de grands progrès et on a la disponibilité même au traitement conservateur parce que c'est un enfant, comme on disait, il a ses particularités. Donc notre objectif est d'assurer un diagnostic précoce et de pouvoir offrir à cet enfant au maximum de chances de guérison et de traitement conservateur chaque fois que ceci est possible. Justement, comment faire en sorte que le diagnostic soit précoce? Si on devait sensibiliser aujourd'hui les auditeurs en tout Exactement. cas, alors le diagnostic précoce, il a comme population cible, ou public cible, deux grands acteurs. Il y a la famille, les parents, et il y a tout le staff médical et les soignants. Parce qu'au final, c'est un petit peu ça. Exactement. Plus il est pris en avance, en tout cas, plus les chances de guérison sont élevées. Donc les parents, de leur part, ils vont aller consulter. Donc pour eux, s'ils sont alarmés devant un signe, ils doivent avoir de l'écoute, de l'examen clinique minutieux, un recueil de tous les signes que présentent leurs enfants pour que le médecin, justement, puisse soit avoir un autre diagnostic et le traiter, soit évoquer le cancer et aller dans le processus de confirmation. Et comme je vous disais, donc le public cible dans les actions de diagnostic précoce, ce sont le personnel soignant, aussi bien les médecins que les infirmiers, que tout le personnel. Parce que vous savez, dans notre culture, dans notre milieu, on peut soit poser la question à l'infirmier ou consulter. Il y a même des gens qui vont aller juste demander aux pharmaciens. Donc il faut que tous les acteurs de soins soient sensibilisés par rapport à la question du diagnostic précoce du cancer de l'enfant. Bien. Vous l'avez dit, les traitements sont disponibles aujourd'hui au Maroc, des traitements qui sont souvent accompagnés en tout cas de médicaments particuliers. Est-ce que ces médicaments sont également présents aujourd'hui, disponibles et accessibles pour les patients? Alors, il y a comme je vous disais, le volet chimiothérapie est disponible, la radiothérapie, la chirurgie. Et il y a un volet très important et primordial, vraiment qui n'est pas moins important que le traitement, ce qu'on appelle le traitement spécifique, c'est-à-dire les produits qu'on va utiliser spécifiquement pour le traitement du cancer. Ce sont ce qu'on appelle tous les soins de soutien, les soins de support. Parce que, comme je vous disais, il y a de la chimiothérapie qui va venir entraîner un effet secondaire qu'on doit soutenir et supporter. Et donc, il y a le recours à des antibiotiques, la transfusion, parce que l'enfant aura besoin d'un produit sanguin. Et tout ceci se passe dans des milieux très spécialisés. Donc, on ne peut pas traiter le cancer de l'enfant dans n'importe quelle structure médicale. C'est une structure médicale qui requiert un certain nombre d'exigences pour pouvoir répondre à cette exigence du traitement du cancer de l'enfant. Et donc, les soins de support également, c'est un volet très, très important. Et donc, c'est peut-être un des axes qui manque parfois, c'est les soins de support par rapport à l'accessibilité au traitement. Le traitement, il est accessible, mais il y a quand même certaines difficultés. Il y a des périodes où il n'y a pas le traitement qui est tout le temps disponible. Mais en tout cas, c'est un traitement pris en charge aujourd'hui? Oui, il est pris en charge. Et la particularité ou la lourdeur de la prise en charge consiste en l'agressivité du cancer, ça on l'a dit, mais aussi à la durée du traitement. Il y a certains cancers dont la durée du traitement s'étale à 2 ans. Les leucémies aiguës, c'est 2 ans de traitement. Donc c'est peut-être là où on sent peut-être qu'il y a des difficultés justement à traiter certains cancers de l'enfant. J'allais y venir, donc un maximum de 2-3 ans en général pour les cancers de l'enfant. En général, c'est 2 ans exactement de traitement. Et au niveau de la guérison, parlons de choses positives. Exactement. Le taux de guérison en général? Alors, justement, dans les particularités du cancer de l'enfant, il est guérissable, comme on le disait tout à l'heure. Dans les pays développés, c'est 80% des cancers qui guérissent, donc 8 enfants sur 10, va guérir de son cancer. Ce qui n'est pas le cas dans les pays émergents et en voie de développement. Dans les pays émergents, il y a à peu près 30%
de guérison. Donc au Maroc, on est entre les deux, donc on a à peu près 50 à 60% de guérison. Et donc, il faut qu'on s'améliore justement pour atteindre ces objectifs et que nos enfants, à l'échelle de tout le Maroc, puissent avoir accès au diagnostic et au traitement. Et quels sont les piliers sur lesquels repose justement ce mieux qu'on peut faire aujourd'hui ? Ce mieux, il repose effectivement sur plusieurs axes. Vous en avez tout à l'heure évoqué dans le cadre du plan du cancer qui est établi par le ministère de Santé et de Protection sociale. Mais il y a aussi tous les collaborateurs justement qui agissent dans ce domaine. Donc il y a les ONG, il y a vraiment il y a les différents axes qui interviennent justement. Et si je peux me permettre, la pierre angulaire, c'est d'établir un plan de soins et pouvoir le respecter pour l'enfant. Il faut qu'il y accède, donc il faut qu'il accède à la structure de soins. Et une fois qu'il accède à sa structure de soins, il faut que son plan de soins qui a été établi, qu'il puisse être respecté et qu'on puisse justement aller jusqu'au bout. Exactement. Et ceci, principalement, il nécessitera le côté médical, technique, proprement dit. Et il y a aussi l'accompagnement, parce qu'il faut qu'on accompagne l'enfant, sa famille. Justement, j'allais y venir. Comment accompagner cet enfant aujourd'hui qui, vous l'avez dit, a un cancer qui est finalement plus agressif pour l'enfant en tout cas que pour l'adulte, sachant que des adultes aujourd'hui qui sont malades, ils ont du mal à intégrer la maladie, à réaliser, puis peut-être le regard de la société, et le traitement est assez agressif pour les adultes. Comment accompagner ces enfants et ces familles ? Parce que finalement, c'est toute la famille qui est impliquée et qui se retrouve plus ou moins malade d'une certaine manière, même si les parents ne le sont pas, en tout cas physiquement, mais c'est comme si c'était le cas, en tout cas. Donc, comment faire pour les accompagner, pour qu'ils puissent vivre cette étape importante ? Et aussi, vous avez parlé tout à l'heure de guérison, comment ça se passe après ? Donc, c'est un volet très important justement dans la prise en charge de l'enfant, c'est ce soutien psychologique qui va intervenir au tout début de l'annonce de la maladie, parce qu'un enfant jusque-là qui jouait, qui partait à l'école, dans un milieu familial, à qui on viendrait annoncer, lui, à sa famille, cette notion de cancer, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est quelque chose de vraiment pas joyeux du tout. Donc ça va le bouleverser effectivement. Donc il faut l'accompagnement déjà, dès cette étape de l'annonce du diagnostic, il faut un accompagnement psychologique de l'enfant, de ses parents. Sa famille. Et il faut l'accompagner tout au long de son processus. Vous savez, l'enfant, comme je vous disais, il sera pris en charge dans une structure hospitalo-universitaire qui n'est pas obligatoirement dans sa ville de résidence, donc il doit quitter sa ville. Ses parents aussi doivent l'accompagner. Peut-être l'un des parents va perdre son travail. Il y a les autres enfants qu'il va falloir... il faut s'occuper également des autres enfants. Donc, ça alourdit encore cette prise en charge, justement, liée à ce cancer. Donc, l'accompagnement psychologique et le soutien psychologique et social sont primordiaux pour que cet enfant puisse aboutir jusqu'au bout et aller vers son plan de traitement. Les enfants, donc aujourd'hui, très courageux, il faut le rappeler. Exactement. Et au niveau de la guérison, comment ça se passe après la réinsertion, la rescolarisation ? Est-ce qu'ils arrivent à vivre leur vie finalement de manière tout à fait normale, comme s'ils n'avaient jamais été malades, ou est-ce que ça traîne toujours des années plus tard, parce que ça reste quand même un traumatisme et pour le corps et pour le moral. Donc malgré la guérison, qu'est-ce qui se passe après ? Alors justement, quand on se projette justement dans cette guérison, on doit s'y projeter. Donc, notre objectif, c'est de guérir tous les enfants atteints de cancer et d'atteindre les mêmes chiffres dans les pays développés. Et donc, justement, durant toute la période du traitement, il faut qu'on ait cet objectif ou cette vision en face de nous pour que l'enfant puisse en même temps poursuivre sa scolarité, pour qu'il n'y ait pas des interruptions scolaires, pour qu'il puisse accéder à Et on a eu des exemples d'enfants qui ont passé leurs examens, qui ont réussi avec succès leurs examens, par exemple de baccalauréat ou de pendant le traitement, dans l'unité hospitalière. Ça a été organisé avec les organismes en rigueur. Et donc, ça leur a permis de continuer leur scolarité, d'intégrer par la suite les études supérieures et d'obtenir des diplômes universitaires. Donc, c'est ça ce qui est important. C'est qu'il faut qu'on pense à tous ces aspects
En même temps, on a quelque chose de lourd à gérer et en même temps, il va falloir accompagner cet enfant pour qu'il puisse s'en sortir par la suite. Une fois adulte, est-ce qu'il y a des risques de récidive? Alors, les risques de récidive, c'est ce on parle de pronostic, effectivement, c'est-à-dire est-ce que la maladie, est-ce qu'elle a des risques de récidiver ou est-ce qu'au-delà d'une certaine évolution, on peut parler de guérison. Certains cancers, comme certains lymphomes par exemple, après 1 an d'évolution, on déclare que l'enfant est guéri. Donc ça y est, une fois il est guéri, il peut poursuivre sa scolarité, il peut réintégrer sa vie familiale et sociale. Donc on parle de guérison, c'est ça ce qui est vraiment encourageant dans le cancer de l'enfant, c'est qu'on parle de guérison, soit au bout d'1 an, de 3 ans ou de 5 ans, ça va dépendre de la localisation des différents cancers. On arrive au terme de cet entretien, mais avant de finir, en moins d'1 minute, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle justement que joue la Société marocaine d'hématologie et d'oncologie pédiatrique dont vous êtes aujourd'hui la présidente au Maroc? Justement, c'est la Société marocaine d'hématologie et oncologie pédiatrique, elle s'intègre justement dans la prise en charge, dans l'amélioration de la prise en charge de ce cancer, principalement à travers les axes de formation et la formation continue, aussi bien personnel médical et paramédical, donc tout le cortège du personnel soignant, par une action de recherche et d'une adaptation des protocoles thérapeutiques à la particularité de l'enfant au Maroc, dans notre contexte. Et donc, c'est un volet scientifique, justement, qui n'est pas moindre que le côté purement technique pour accompagner, justement, les objectifs de guérison de l'enfant atteint de cancer au Maroc. Merci à vous, Madame Siham Charqaoui. Je rappelle que vous êtes professeure en hématologie et oncologie pédiatrique. Vous êtes également présidente de la Société marocaine d'hématologie et d'oncologie pédiatrique au Maroc. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.